Il existe une douleur dont personne ne parle. Elle ne crie pas, ne saigne pas, mais elle ronge. C'est la douleur d'être entouré de gens tout en se sentant invisible. J'ai vécu ainsi pendant longtemps, dans des fêtes bruyantes, des relations vides, des conversations interminables qui ne servaient qu'à masquer un silence qui me terrifiait. Je préférais n'importe quelle compagnie à une soirée seule. J'évitais mon propre reflet dans le miroir, comme s'il y avait là quelque chose que je ne voulais pas voir. Aujourd'hui, je comprends ce que c'était. Je fuyais moi-même. Et la plupart des gens que je connais font la même chose. Les vendredis dans les villes en sont le reflet. Des rues bondées, des bars pleins, des gens qui rient fort, essayant de prouver à eux-mêmes qu'ils vont bien. Mais si vous vous arrêtez et observez vraiment, vous verrez les gestes nerveux, les regards perdus, les sourires forcés. Il est facile de rire avec les autres. Ce qui est difficile, c'est de supporter son propre silence. Schopenhauer voyait cela avec une clarté brutale. Il disait que la plupart des hommes sont si subjectivement pauvres qu'ils se soucient peu de la qualité de leur compagnie, pourvu qu'ils en aient une. Cette phrase m'a traversé l'esprit. J'ai réalisé que je ne cherchais pas de connexion, mais une distraction. Je ne voulais pas être vu, je voulais juste m'échapper de moi-même. La psychologie moderne le confirme. Lorsque nous sommes seuls, nous sommes confrontés à ce que Winnicott a appelé la capacité d'être seul, une compétence émotionnelle rare, acquise pendant l'enfance, mais négligée à l'âge adulte. La plupart d'entre nous ne supportent pas ce qui émerge dans le silence. La peur, les regrets, les désirs cachés, les questions sans réponse. Qui suis-je quand personne ne me regarde? Alors, nous préférons remplir le vide avec n'importe quoi. Les réseaux sociaux, les relations passagères, le travail excessif. En tant qu'espèce, nous avons peur de l'isolement. Il signifiait autrefois la mort dans la savane primitive. Mais aujourd'hui, notre aversion pour la solitude est devenue une pathologie. Car lorsque vous ne supportez pas votre propre compagnie, chaque absence devient désespoir. Chaque silence, un cri. Chaque pièce vide, un miroir dérangeant. J'ai mis du temps à le comprendre. J'ai dû ressentir l'épuisement d'être toujours disponible. J'ai dû affronter le malaise d'être avec moi-même. Mais lorsque j'ai enfin franchi cette frontière, j'ai découvert quelque chose que personne ne m'avait jamais dit. La solitude que nous choisissons n'est pas une absence, c'est une présence. Et en elle réside tout ce que nous recherchons à l'extérieur. La paix, la vérité, la force. Il m'a fallu des années pour comprendre ce qui me dérangeait vraiment dans le silence. Chaque fois qu'il surgissait, je le comblais avec n'importe quel bruit. Une notification, une conversation superficielle, une présence quelconque. C'est Schopenhauer qui a été le premier à mettre des mots sur ce malaise. Nous confondons agitation et connexion, bruit et sens. La vérité est que sans période d'isolement volontaire, il n'y a pas de connaissance de soi. Il n'y a pas de pensée authentique. Il n'y a pas de liberté. L'envie de fuir la solitude ne surgit pas par hasard. Elle est le reflet d'un schéma profond et invisible. J'ai commencé à l'observer en moi. L'anxiété qui émergeait dans le silence, le besoin de vérifier mon téléphone toutes les quelques minutes, l'urgence d'être parmi les gens même quand je me sentais épuisé par eux. C'était comme si j'avais peur de m'entendre. Mais Schopenhauer le savait déjà. La peur de l'isolement ne naît pas de l'absence des autres, mais du vide en nous. Plus un homme a en lui-même, moins il a besoin du monde extérieur. Quand j'ai lu cette phrase, quelque chose a fait tilt. J'ai réalisé que mon aversion pour la solitude était le reflet d'une pauvreté intérieure soigneusement dissimulée. La science confirme aujourd'hui ce qu'il avait simplement intuitivement compris. L'isolement volontaire favorise la digestion émotionnelle profonde, le traitement des expériences et même la restructuration des anciennes croyances. Gregory Feist a montré que les individus créatifs recherchent la solitude non pas par misanthropie, mais pour la liberté de penser. La véritable créativité exige un espace intérieur, et cet espace ne naît que dans le silence. Les grands noms l'ont compris avant nous. Montaigne s'est retiré dans une tour pour écrire sur l'âme humaine. Emerson prônait la confiance en soi qui ne surgit que lorsque nous nous déconnectons de la cacophonie sociale. Nietzsche s'est isolé dans les montagnes pour se comprendre lui-même. Aucun d'entre eux ne recherchait la solitude comme une échappatoire, mais comme une pratique transformatrice. Le problème n'est pas d'être seul, c'est que peu de gens savent quoi faire de cet état, et encore moins supportent ce qu'il révèle, parce que la véritable solitude, celle que vous choisissez et non celle qui vous est imposée, n'est pas l'absence de compagnie, c'est la présence intensifiée de soi-même. Et c'est là que commence la terreur, ou la liberté.
Au début, être seul semblait être une punition. Un malaise croissant, comme si quelque chose en moi criait pour être distrait. Mais j'ai continué. Je suis resté. Et j'ai vite découvert quelque chose que personne ne m'avait enseigné. Si je supportais le malaise initial, quelque chose en moi commençait à se réorganiser. Le silence, auparavant insupportable, devenait fertile. L'esprit s'apaise. Ses pensées bruyantes, urgences artificielles, peurs héritées, exigences sociales, perdent de leur force. Une attention différente, plus large, moins fragmentée, apparaît. Je l'ai découvert par la pratique, mais Schopenhauer le disait déjà. La solitude choisie cultive 3 capacités rares: la connaissance authentique de soi, la pensée indépendante et la créativité originale. Et la science moderne, avec tout son appareil, commence à reconnaître ce qu'il pressentait déjà. Les neurosciences appellent mode par défaut l'état cérébral activé pendant l'oisiveté intentionnelle. C'est lorsque je ne réagis pas à des stimuli externes que mon esprit s'organise, élabore des émotions, passe en revue des expériences et parfois m'offre une intuition inattendue, de celle qui change ma façon de voir le monde. J'ai réalisé que la solitude pouvait s'apprendre. J'ai commencé par 1 heure par semaine, sans téléphone portable, sans écran, sans personne. Au début, l'anxiété prenait le dessus, mais ensuite, un espace intérieur dont j'ignorais l'existence s'est ouvert. Et dans cet espace, des choses enfouies ont émergé, des pensées pures, des douleurs anciennes, des désirs oubliés. Peu à peu, j'ai intégré des rituels. Écrire sans filtre, lire en profondeur, observer la nature avec une attention silencieuse. Ce n'était pas un passe-temps, c'était un entraînement à la présence. Et plus je m'y plongeais, plus je réalisais que le vide de la solitude était illusoire. Il ne semblait vide qu'à ceux qui attendaient du divertissement. Pour ceux qui recherchaient la conscience, il était abondant. Schopenhauer disait « Le bonheur ordinaire réside dans la satisfaction des désirs. Le bonheur supérieur réside dans le fait de se suffire à soi-même. » Et c'est ce que j'ai expérimenté. Un contentement discret, solide, qui ne dépend pas des likes, des messages ou des invitations. Pour la première fois, j'ai commencé à sentir que j'étais peut-être entier. Mais la plupart préfèrent fuir cela. En 2016, des chercheurs de l'Université de Virginie ont laissé des volontaires seuls dans une pièce pendant 15 minutes. La seule source de stimulation était un bouton qui délivrait des décharges électriques. Incroyablement, 2/3 des hommes ont préféré la douleur au silence. Ce chiffre, à lui seul, révèle notre état intérieur. Nous préférons nous faire mal plutôt que de nous écouter. Nous vivons connectés, mais sans contact. Bombardés de stimuli, mais incapables de réfléchir. J'étais comme ça. Ma journée commençait par des notifications et se terminait par des flux d'informations infinis. Je me sentais informé, à jour, mais à l'intérieur, j'étais de plus en plus dispersé, épuisé et vide. La science appelle cela la surcharge cognitive. Lorsque notre esprit est exposé à un excès de stimuli, il n'est plus capable de traiter en profondeur. Nous perdons notre capacité de décision consciente. Nous pensons moins, nous ressentons moins. Nous agissons en pilote automatique. C'est là que j'ai compris ce que Schopenhauer voulait dire lorsqu'il dénonçait le bruit comme une torture pour l'esprit pensant. La contemplation exige le silence. Et le silence, aujourd'hui, est presque subversif. La psychologue Sherry Turkle explique que nous sommes plus connectés que jamais, mais avec des liens plus superficiels. Les interactions numériques remplacent les connexions authentiques, et le prix à payer est élevé. J'ai perdu mon empathie, ma présence, mon regard. Je vivais parmi les gens, mais je ne voyais personne, pas même moi-même. Schopenhauer nous mettait en garde. Trop lire dans les pensées des autres peut remplacer la réflexion. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et la consommation effrénée de contenu, nous externalisons même notre réflexion. Nous absorbons des opinions, répétons des phrases à effet, mais nous nous arrêtons rarement pour écouter ce que nous pensons vraiment. Et quand nous ne savons pas ce que nous pensons, nous devenons une masse malléable, fragile, manipulable. C'est le drame du moi performatif, si présent dans notre génération. Nous créons des identités pour plaire, impressionner, appartenir. Nous ne sommes pas qui nous sommes, mais qui les autres veulent que nous soyons. Nous devenons des produits. Et nous oublions que, comme le disait Schopenhauer, la plupart de nos maux viennent du simple fait que nous ne supportons pas d'être seuls. J'ai réalisé que, sans la pratique de la solitude, je devenais otage de la validation extérieure. Chaque like définissait ma valeur. Chaque absence de réponse devenait un rejet.
Mon sens de moi-même était kidnappé. Ce n'est que dans la solitude que j'ai pu commencer à me sauver. Byung-Chul Han appelle cela l'essaim numérique, un chaos de voix, de données et de stimuli qui élimine toute possibilité de réflexion profonde. C'est là que j'ai compris, la liberté ne consiste pas à parler à tout le monde. Elle consiste à se taire pour écouter ce qui est vrai en moi. Aujourd'hui, je propose une expérience simple, 1 heure par jour de solitude absolue, sans téléphone portable, sans musique, sans distraction. Juste moi, mon corps, mon esprit. Cela semble facile, mais c'est l'un des plus grands défis de notre époque. Au début, tout en moi résistait. 15 minutes de silence me semblaient une torture, mais j'ai insisté, et j'ai vite compris quelque chose que personne ne m'avait jamais dit clairement. Il y a une différence énorme entre être seul et être présent à soi-même. La solitude n'est pas une absence, c'est une présence sans bruit. J'ai rapidement commencé à remarquer de subtils changements. Mes pensées sont devenues plus claires, des émotions mal digérées ont refait surface, des schémas répétitifs se sont révélés, et dans ce processus silencieux, j'ai commencé à me trouver vraiment, pas la version éditée de moi-même, mais ce qui reste quand tout autour de moi se tait. L'une des pratiques les plus puissantes a été la marche contemplative. Pas de podcast, pas de musique, pas de distraction. Juste marcher, sentir son corps, observer sa respiration, voir le monde sans se presser. J'ai réalisé que le mouvement du corps, associé au silence de l'esprit, créait un espace d'une rare clarté. Aristote, Kant, Rousseau, tous le savaient. Marcher en silence n'est pas seulement un exercice physique, c'est un voyage intérieur. Je me suis également plongé dans la lecture approfondie. Pas le genre de lecture rapide, sur écran, mais la lecture qui exige un engagement. Des livres denses, difficiles, qui ne nous traitent pas comme des consommateurs, mais comme des penseurs. J'ai réalisé que chaque page lue sans distraction était un miroir. Elle reflétait des parties de moi-même dont je ne soupçonnais même pas l'existence. Schopenhauer avait raison. Dialoguer avec les grands esprits du passé est l'une des formes les plus élevées de solitude. Une autre pratique essentielle a été l'écriture. Sans plan, sans filtre, juste vider tout ce qui était vivant en moi. La peur, la colère, la tristesse, la lucidité, tout allait sur le papier. C'était comme nettoyer la lentille à travers laquelle je vois le monde. J'ai découvert que l'art créé dans le silence, la peinture, l'écriture, la musique, n'est pas une expression, c'est une exploration. Nous ne montrons pas quelque chose au monde, nous découvrons quelque chose en nous. La création sans public est une conversation avec l'inconscient, et elle guérit. Puis est venue l'étape la plus subtile, observer son propre esprit, simplement s'asseoir, respirer et remarquer ce qui surgit, sans juger, sans fuir, juste observer. Cette pratique, aujourd'hui appelée pleine conscience, révèle le chaos, certes, mais elle révèle aussi l'étincelle, un point immobile au centre de l'ouragan. Et quand on le trouve, tout change. J'ai commencé à réserver une journée entière par mois pour ce recueillement. Déconnecté, recueilli, intentionnel. L'esprit ne se révèle que lorsque nous respectons son temps. On ne peut pas forcer les choses. C'est comme une fleur qui ne s'épanouit que lorsque le climat est propice. Ce n'est qu'après avoir appris à être avec moi-même que j'ai réalisé que mes relations avaient changé. Non pas parce que les autres avaient changé, mais parce que j'avais changé ma façon de m'y positionner. Avant, je cherchais des liens par manque d'affection, par peur d'être seul. Aujourd'hui, je choisis la présence. Je choisis la vérité. Et cela change tout. Schopenhauer disait que la plupart des amitiés sont des naufrages de navires qui se sont heurtés. Au début, j'ai trouvé cela exagéré. Mais ensuite, j'ai vu que beaucoup de mes relations naissaient d'une fuite mutuelle, et non d'une connexion authentique. C'était une compagnie par commodité, par besoin de distraction, et non par affinité profonde. Lorsque la solitude est devenue mon allié, quelque chose a changé. Mes critères ont changé. Je n'accepte plus n'importe quelle présence juste pour combler le vide. Si je suis en paix avec moi-même, je n'ai besoin de personne pour me compléter. Je n'accepte que ceux qui m'enrichissent vraiment. Et cela, curieusement, m'a rendu plus généreux, plus attentif, plus présent. La psychologie appelle cela la sécurité intérieure, un sentiment de valeur personnelle qui ne dépend pas de la validation extérieure. Grâce à cela, j'ai cessé de quémander de l'attention, j'ai cessé de jouer des rôles, j'ai cessé d'être réactif. Pour la première fois, j'ai pu vraiment écouter. Non pas pour répondre,
mais pour comprendre. Schopenhauer a écrit « Celui qui est capable d'être longtemps seul avec lui-même est heureux ». Aujourd'hui, je comprends, car ce n'est que lorsque je me suffis à moi-même que je peux aimer sans me perdre. Ce n'est que lorsque je ne dépends de personne que je peux vraiment me donner. Et le plus curieux, c'est que cela m'a rendu plus vulnérable, et non moins, car je n'ai plus peur de m'éloigner, de décevoir, de perdre. Quand la solitude n'est pas une menace, l'abandon n'est pas synonyme de désespoir. Je peux être vrai, et c'est ce qui construit des relations authentiques. Cette transformation se manifeste dans les détails, dans les pauses pendant une conversation, dans le silence confortable entre deux personnes, dans le courage de dire non sans culpabilité. La véritable intimité n'est pas une fusion, c'est la rencontre entre deux êtres complets. Comme le disait Martin Buber, c'est dans le « je-tu » que l'humain se révèle. Et cela n'est possible que lorsque nous sommes déjà entiers en nous-mêmes. La solitude m'a appris l'art de la différenciation. Je n'ai plus besoin de renoncer à mon identité pour appartenir. Je peux être en désaccord sans rompre. Je peux aimer sans absorber. Je peux être avec quelqu'un sans me perdre. Et peut-être que le plus beau dans tout cela, c'est de réaliser que plus mon silence intérieur est profond, plus les échos que je partage avec le monde sont vrais. La solitude, après tout, ne m'a pas éloigné des gens. Elle m'a préparé à les rencontrer pour de vrai.